Bonsoir tout le monde et bienvenue à la session Conversation sur la PrEP, le cannabis médical, accès, utilisation et innovation. Je suis Heather Holmes, vice-présidente Est du Canada de la Société d'Arthrite du Canada et je vous remercie énormément de passer votre soirée avec nous. Bienvenue. Puisque nous nous réunissons pour cet événement à partir de nombreux endroits, j'aimerais reconnaître que le territoire sur lequel je me trouve est le territoire traditionnel des peuples Kaniakehake, Mohawk Nation et Haudenosaunee. Aujourd'hui, ce lieu de rencontre est le foyer de nombreux peuples et je suis reconnaissante d'avoir l'occasion de vivre et de travailler sur ces terres. De plus en plus des gens explorent le cannabis médicinal ou médical, c'est des mots interchangeables, comme option de traitement contre la PrEP, mais il suscite encore beaucoup de questions. Régulièrement, les gens s'adressent à la Société d'Arthrite du Canada parce qu'ils ont des questions sur l'utilisation du cannabis dans leur traitement de la PrEP. Aujourd'hui, nous avons la chance d'être en compagnie de Lucille Rapin, gestionnaire de projet clinique chez Santé Cannabis, qui nous aidera à mieux comprendre cette approche thérapeutique en pleine évolution. Avant de commencer, il y a quelques informations logistiques que j'aimerais partager. Ce webinaire sera plus facile à visionner sur un ordinateur portable ou du bureau. Si vous éprouvez des difficultés techniques, vous pouvez toujours envoyer un courriel à info@commercial.arthrite.ca. Pour adresser votre question à notre invité, cliquez sur Questions-réponses en bas de l'écran. Nous allons essayer de répondre aux plus de questions possibles à la fin de la présentation, qui est à peu près 30 minutes, qu'il reste 30 minutes pour la période de questions à la fin. Si vous voulez converser, vous pouvez cliquer sur la fenêtre Converser, qui se situe aussi en bas de l'écran, qui va vous laisser la chance d'échanger avec d'autres participants ou avec la modératrice de la Société d'Arthrite du Canada. Pour quitter la boîte de questions ou le clavardage, vous avez tout simplement cliqué sur l'icône rouge dans le coin gauche de la fenêtre. De nombreuses questions que nous avons reçues à l'avance portaient sur des thèmes similaires. Alors, nous allons aborder les thèmes en premier lieu avant de procéder à une session de questions et réponses à la fin. Nous allons traiter d'abord les récentes avancées de la recherche. Nous allons explorer ensuite les voies légales d'accès à ces traitements. Et finalement, nous allons explorer les meilleures pratiques pour assurer une utilisation sécuritaire et efficace. Je tiens à remercier Pfizer ainsi que nos autres commanditaires de la série de webinaires Conversation sur la PrEP. Alors maintenant, on va commencer. Lucie, avant de débuter, je crois que vous avez certaines informations que vous souhaitez nous transmettre. Oui, effectivement. Bonsoir à tous et bonsoir, d'être là et d'assister à ce webinaire sur, le cannabis médical, dans le cadre de l'arthrite. Donc effectivement, je veux juste faire, des petites, divulgations. Donc Santé Cannabis, on est une clinique où on reçoit, des patients, on a des médecins et des infirmières. Nos consultations sont prises en charge par la RAMQ, donc c'est, sans frais pour les patients. Mais par contre, on reçoit des subventions de soutien à l'éducation sans restriction de la part de certains producteurs de cannabis médical autorisés. Et par ailleurs, on offre également des services d'essais cliniques et de recherche à des compagnies pharmaceutiques ou même alors aux producteurs de cannabis en tant qu'organisme de recherche sous contrat. Donc pour ces services-là, c'est des services qu'on facture. Voilà. Au niveau de la confidentialité, je veux simplement rappeler, mais j'imagine que ce sont aussi les lois enfin les bonnes pratiques de la Société d'arthrite, hein. C'est respect mutuel, on ne souhaite pas, que tout se passe bien dans le respect de chacun. Ne pas partager d'informations personnelles, hein. Sachez qu'il y a énormément de personnes dans ce webinaire, donc ça sera important pour vous, pour votre propre, confidentialité et votre vie privée de ne pas partager d'informations et aussi que cette présentation n'est pas une consultation médicale. Je ne suis pas médecin, je suis, docteur en sciences cognitives, donc avec un doctorat, mais pas docteur en médecine. Donc, pour toute consultation médicale, il faut prendre rendez-vous. On commence avec qu'est-ce que le cannabis médical? Donc, avant de parler du cannabis médical, on va parler déjà de qu'est-ce qu'on a, dans notre corps. Donc dans notre corps, on a un système endocannabinoïde et ce système, c'est un système de récepteurs et de signalisation qui permet de réguler certaines fonctions physiologiques telles que la douleur, l'inflammation, l'appétit, le sommeil et aussi ça peut avoir des fonctions de régulation émotionnelle. Donc ce système, il est, à l'intérieur de nous et il a été découvert, ça fait déjà maintenant, une quarantaine d'années.
Et en fait, lorsque le cannabis est consommé, il va libérer, des composés qui vont jouer sur ce système endocannabinoïde et ce système, il est composé de récepteurs, comme vous le voyez sur la figure à droite, les récepteurs CB1 et les récepteurs CB2. Donc c'est des récepteurs qui sont, localisés à différents endroits du corps et qui vont donc, être activés quand, du cannabis, va être, consommé. Et par ailleurs, il y a aussi, des cannabinoïdes qu'on a, déjà à l'intérieur de nous, ce sont des endocannabinoïdes. Donc hem, on va les voir par après. Mais ce système endocannabinoïde, pourquoi je vous en parle avant de vous parler du, cannabis médical en tant que tel? C'est que comme tous nos systèmes qu'on a, en nous, il faut qu'ils soient donc, en phase, homéostasie, ça veut dire, qu'ils soient, en équilibre. Et donc pour que ce soit en il arrive que des fois certaines conditions médicales vont le mettre en déséquilibre et c'est en ça que l'ajout de cannabis, médical pourrait aider à remettre ce système en équilibre et donc pourrait aider à la régulation, bah, comme on avait vu, de la douleur, de l'inflammation, de l'appétit. Hem, donc c'est ça, certains problèmes de santé ou traumatismes peuvent déséquilibrer ce système. Au niveau des cannabinoïdes, donc les cannabinoïdes, c'est ce qui va interagir avec le système endocannabinoïde. Donc ce sont des molécules qui vont interagir. On a 3 sortes de, cannabinoïdes. On a les endocannabinoïdes, donc ça, c'est des cannabinoïdes qu'on a à l'intérieur de nous. Donc, il y a, 4 types de cannabinoïdes. Dont, on ne fera pas, la description, lors de ce webinaire, mais ils sont là, pour vous si vous voulez aller, chercher un peu plus loin. Par ailleurs, on a les phytocannabinoïdes. Donc phyto, c'est ceux qui proviennent de la plante. Donc c'est ceux-là qui vont, plus nous intéresser parce que c'est ces cannabinoïdes-là, ces molécules qu'on retrouve dans la plante de cannabis, et notamment médicale. Donc il y en a plus d'une centaine et les plus connus sont, le THC et le CBD, mais je vais vous montrer par après qu'on commence à en trouver, à s'intéresser à d'autres cannabinoïdes. Et enfin, on a les cannabinoïdes synthétiques. Donc ça, c'est des cannabinoïdes qui ont été, élaborés en laboratoire. Donc il y a, 3, cannabinoïdes synthétiques, qui étaient approuvés ou l'ont été ou le sont encore, par, Santé Canada, donc au Canada. Le Nabilon, qui est un synthétique, du THC. Le Dronabinol qui était aussi, THC et le Rimonaban qui n'est pas approuvé au Canada. Donc ces cannabinoïdes-là, ce sont vraiment ce qui est créé en laboratoire à l'inverse des phytocannabinoïdes qui proviennent de la plante. Donc je vais vous voilà quelques exemples de phytocannabinoïdes. Donc le delta 9 tétrahydrocannabinol, le THC, qui est, c'est le premier qu'on a découvert, dans la plante. Et donc c'est celui qui a, l'effet, psychoactif, l'effet, euphorisant selon, la dose, prise évidemment. Mais c'est le THC qui va, avoir cet effet euphorisant ou intoxicant. Mais par ailleurs, il a aussi été montré qu'il a certains effets thérapeutiques, notamment, un effet analgésique, un effet antispasmodique, un effet anti-inflammatoire, sédatif, antiémétique et qui aussi, peut stimuler l'appétit. Ensuite, on a le deuxième le plus grand, c'est le cannabidiol ou, CBD et donc lui, il n'a pas d'effet psychoactif et ça joue en fait par rapport aux récepteurs. Où est-ce qu'ils vont jouer dans le système endocannabinoïde. Donc le THC va jouer sur des récepteurs dans le cerveau qui vont faire que ça va avoir un effet, euphorisant alors que le cannabidiol, c'est pas le cas. Et donc le cannabidiol, lui, il a des propriétés thérapeutiques, de type antiépileptique, anti-inflammatoire, anxiolytique, diminue légèrement c'est un analgésique aussi, léger, antipsychotique, peut réduire les spasmes musculaires et peut aussi réduire les effets psychoactifs du THC. Donc il peut, être en synergie avec le THC, ça peut aider à justement réduire ces effets d'intoxication.
Et je vous présente ici 2 autres, cannabinoïdes, qu'on appelle mineurs, mais qui commencent à y avoir de plus en plus d'intérêt. De plus en plus de produits de cannabis médical sont développés avec, ces cannabinoïdes. Je m'excuse. Donc le cannabigérol, le CBG, lui n'a pas, d'effet, psychoactif non plus, et c'est les plantes qui sont, c'est un peu le précurseur des autres molécules, en fait. Donc c'est quand les plantes sont immatures, elles ont plus de CBG. Hem et donc il est non psychoactif. On commence à l'étudier, mais ce qu'on commence à voir, à entrevoir, c'est qu'il pourrait réduire, l'anxiété, c'est un analgésique léger, anti-inflammatoire, antibactérien, ça stimule l'appétit, bénéfices digestifs aussi et tout ça, c'est des preuves précliniques, anecdotiques. On est encore vraiment, dans les débuts, de l'étude scientifique de ce cannabinoïde. Pareil pour le cannabinol ou le CBN, où là, on est dans les premières études, quand même de certaines qualités. Il y a un effet psychoactif, mais qui est minime à très haute dose, comparativement au THC, par exemple. Et on a pu montrer, un effet anti-inflammatoire, un effet sédatif et un effet anxiolytique. Mais tout ça, c'est encore des études précliniques, donc des études soit chez les animaux et il y a quelques études cliniques aussi, ça a commencé à être, notamment pour, ce qui est du sommeil. Donc le côté sédatif, on commence à y avoir des études, chez les humains. Donc, quelle est la différence entre le cannabis médical et le cannabis récréatif? Donc là, je vous ai fait, un tableau qui montre qu'est-ce qui pourrait être, différent. Donc au niveau de la fabrication, ce sont les mêmes standards de qualité pour la fabrication et la production des produits. Donc le produit que vous commandez, sur une plateforme, médicale versus le produit que vous pouvez retrouver à la SQDC, ça va être les mêmes standards de fabrication, la même qualité au niveau des tests pour s'assurer qu'il y a pas de contamination, et cetera. Donc, Santé Canada a les mêmes normes pour le récréatif que pour le médical. Donc, là-dessus, il y a pas de différence. Par contre, là où il y a des différences, c'est au niveau de l'âge. Au Québec, le cannabis récréatif, c'est 21 ans et plus, alors qu'au niveau médical, il y a pas de restriction d'âge. Au niveau de la prise en charge, pour le médical, bah, évidemment, ça fait partie, de soins, donc vous avez un suivi avec une infirmière, spécialisée ou avec un médecin, enfin, ça fait partie de votre traitement, d'avoir un suivi avec un professionnel de la santé. Alors que le récréatif, bah, vous avez aucun suivi. Vous le prenez, vous le consommez, mais il y a personne qui va vous dire si c'est la bonne dose, si c'est le bon traitement pour soulager vos symptômes. Au niveau du remboursement, le cannabis médical, vous pouvez le déclarer sur vos formulaires, d'impôts, fédéraux. Donc vous pouvez donc récupérer, dans vos, comptes de dépenses, médicales, vous pouvez donc, récupérer de l'impôt là-dessus. Et il y a de plus en plus d'assurances privées qui aussi peuvent prendre en charge le cannabis médical. Donc je vous invite à regarder avec vos assurances, par exemple, Manulife, Desjardins, ils commencent à avoir, des plans, de remboursement selon, des critères très spécifiques. Donc je vous invite à regarder avec vos assurances si vous en avez. Et enfin, le cannabis, médical est pris en charge par la CNSST et par, l'Association des anciens combattants du Canada. Donc, pour, les vétérans, les anciens combattants, le cannabis médical est complètement pris en charge, donc il est, gratuit. Et pour ceux qui ont aussi, qui sont, avec la CNSST, c'est complètement pris en charge aussi. Alors que, bah, il y a aucun remboursement qui est pris en charge pour le récréatif. Au niveau de la concentration, notamment au niveau du THC, il y a aucune limite de concentration pour, le marché médical. Donc on va pouvoir trouver des produits à très haut taux de THC, chose qu'à la SQDC au Québec, la concentration de THC est limitée à 30. Donc là aussi, en sachant que le THC est un analgésique, ça peut être intéressant d'aller regarder sur le marché médical si c'est quelque chose dont vous avez besoin. Au niveau de la possession, on n'a aucune limite de possession pour, le cannabis médical, alors que vous en avez une limite de 30 grammes par mois pour le récréatif. Et au niveau de la sélection des produits, bah,
Il y a plus de formats disponibles au niveau sur le marché médical que sur le marché récréatif au Québec, notamment des crèmes, les gels, les sprays, et les bonbons, les comestibles. Tout ça, c'est présent sur le marché médical, ça l'est pas sur le récréatif. Tellement d'informations intéressantes. Merci beaucoup d'avoir partagé toutes ces précisions. Pouvez-vous maintenant nous expliquer comment est-ce que les gens peuvent obtenir du cannabis à l'effet médical en toute sécurité? Oui, bien sûr. Donc comment accéder au cannabis médical? Donc c'est un règlement qui est fédéral et donc ça date de, 2001. Le cannabis médical est légal depuis, 2001, au Canada et tout ça, ça a été, via une série, de procès, de gens qui ont mis, le Canada en procès pour leur dire: «J'ai besoin d'avoir accès au cannabis pour mes symptômes». Par la suite, donc là, je vous le fais, très court évidemment. Donc pour avoir le cannabis médical, on a besoin donc d'un document médical, ce qui serait en fait l'équivalent d'une ordonnance, d'une prescription. Et ce document-là, il doit être nécessairement rempli par un professionnel de la santé et au Canada, ce professionnel de la santé doit être soit un médecin, soit alors une infirmière praticienne spécialisée. C'est les 2 personnes, enfin, ces 2 catégories de professionnels de la santé ont le droit de remplir des ordonnances pour le cannabis médical. Donc là, je vous ai mis un lien vers, site du gouvernement qui explique un peu mieux ces différents règlements si vous êtes curieux là-dessus. Hem, donc c'est pas exactement une prescription parce que c'est pas aussi précis qu'une prescription. Dans le sens où sur votre prescription de souvent vos médicaments, ça va être écrit la fréquence, c'est combien de fois par jour vous devez le prendre, à quel dosage et cetera. Pour le cannabis médical, ça va juste être écrit quelle est la dose maximum que vous avez le droit de prendre par jour et c'est ça que le médecin va décider avec vous. Et un document médical est valide avec seulement un vendeur autorisé, donc seulement avec un producteur, de cannabis médical. Si vous pouvez avoir jusqu'à 2 produits de producteurs différents. Donc, s'il y a un produit chez un producteur et un autre chez un autre, ça c'est correct, mais pas plus que 2 producteurs. Donc, de nouveau, là, je vous montre à droite, c'est un exemple de justement ce qu'un document, médical. Donc c'est, le celui qu'on c'est notre, j'ai template qui me vient en tête, c'est notre, comment on dit en français? Bref, notre, gabarit, de document, médical. Donc comment ça se passe? En fait, il y a une consultation, le médecin vous évalue, il discute avec vous, les précautions, les contre-indications, on va voir qu'il y en a pour le cannabis médical. Si, effectivement le cannabis pourrait être, bénéfique pour vous, il va remplir ce document. Ensuite, le patient doit aller s'inscrire auprès d'un vendeur autorisé en ligne, leur donner ce document, donc leur donner cette, «ordonnance» entre guillemets, faire une commande de cannabis médical et ensuite le cannabis médical est livré, par la poste chez vous. Donc, la grosse différence avec tous les autres médicaments, c'est que le cannabis médical n'est pas, disponible en pharmacie pour l'instant. C'est pas un traitement, de première ligne, c'est pour ça que c'est pas pris en charge par la RAMQ, mais comme je le disais tantôt, de plus en plus, d'assurances privées le prennent en charge. Donc 3 options, on a les vendeurs autorisés, comme j'expliquais, donc c'est, vous qui choisissez votre vendeur autorisé, puis eux, ils ont des du coup, ils vont toujours avoir les mêmes produits, la même qualité et puis des concentrations de THC et de CBD qui sont, très connues. Mais sinon, vous pouvez aussi choisir de produire votre cannabis médical chez vous. Donc, production personnelle, mais par contre, ça demande, bah, de l'expérience un peu, en horticulture, hein, pour pouvoir, bien s'assurer qu'on fait bien pousser les bonnes plantes et sinon la troisième option, c'est la production désignée, donc c'est-à-dire que vous pouvez désigner quelqu'un qui produit du cannabis médical pour vous. Là, je vous montre comment, devenir patient chez Santé Cannabis. Donc vous pouvez, prendre rendez-vous en ligne, ça se fait sur notre, site internet. Vous allez rencontrer donc médecin et infirmière chez nous, ça donc avec, une carte d'assurance maladie, valide, donc c'est pris en charge par la RAMQ. Vous allez avoir un document médical si, vous le médecin a déterminé que vous étiez éligible et ensuite vous allez commander votre, cannabis médical en ligne et puis commencer votre traitement. Merci beaucoup pour toutes ces informations.
On reçoit aussi beaucoup de questions concernant les risques liés à l'utilisation. Pouvez-vous nous en parler un petit peu plus sur l'utilisation en termes de pratique? Oui, effectivement, parce que comme dans toute médication, eh bien, on a des effets indésirables, des bonnes pratiques, des choses à faire et des choses à ne pas faire. Donc on va commencer par les contre-indications et les précautions. Donc celles-là, ce sont celles que nous employons à, Santé Cannabis, mais qui sont, basées sur les directives, des collèges des médecins et de Santé, Canada et donc du gouvernement. Donc chez les patients âgés de moins de 25 ans, ça va demander c'est possible, mais ça va demander vraiment un suivi, très accru et donc vraiment une belle, consultation avec le docteur. Souvent, on va parler au médecin traitant ou au spécialiste qui est en charge du reste du traitement du patient, pour vraiment s'assurer que c'est la solution et la seule qui puisse exister pour, le patient. Parce que la consommation du cannabis, notamment du THC, chez les jeunes, ça peut avoir des effets un peu délétères. Chez les femmes enceintes qui planifient d'être enceintes ou qui allaitent, il y a aucune étude là-dessus, donc risque zéro. On préfère vraiment, ne pas, le conseiller. Ensuite, un historique personnel ou familial de schizophrénie, de psychose, parce que de manière traditionnelle, il y avait vraiment un lien entre la consommation de cannabis et puis, la psychose. Ce lien a été un peu effondré, mais, de nouveau, c'est des contre-indications relatives. Donc ça ne veut pas dire que c'est pas du tout que c'est complètement interdit, ça veut dire que ça va nécessiter vraiment une plus grosse, un plus gros suivi, puis vraiment une plus grosse, collaboration entre les différents spécialistes et les différents corps, de professionnels de la santé des patients. Et puis, bah, évidemment, si vous avez des allergies ou des sensibilités aux cannabinoïdes. Au niveau des précautions, donc ça veut dire il faut faire attention à avoir des suivis plus réguliers. On a les conditions cardiaques instables, les problèmes pulmonaires sévères, donc dans ces cas-là, bah, on évite évidemment le cannabis fumé ou inhalé, des conditions hépatiques sévères, une insuffisance rénale et puis certaines interactions médicamenteuses. Il y a des interactions médicamenteuses entre le cannabis médical, donc par exemple entre le CBD et d'autres médicaments. C'est pour ça que si on utilise le cannabis à des fins thérapeutiques, c'est vraiment important d'avoir un suivi avec un professionnel de la santé qui pourra faire cette distinction-là. Là, je vous montre les différents formats qui existent de cannabis médical. Donc, on a souvent, ça va être déjà, on va parler des concentrations. Donc, pour l'instant, on parle que des 2 gros, des cannabinoïdes majeurs, donc THC et CBD. Donc, on aura soit des produits qui sont riches en THC, donc à forte dominance en THC, mais pratiquement pas de CBD. Soit les produits THC-CBD où les concentrations vont être équivalentes entre le THC et le CBD et soit celles riches en CBD où il y aura, énormément de CBD et très peu de THC. Et ensuite, il y a différents formats. Donc vous avez des extraits de cannabis sous forme d'huile, donc là, c'est oral. Vous en avez aussi oral, mais ça va être des comestibles et aussi des capsules. Ensuite, on a, d'autres, formes, donc les fleurs séchées, d'autres formes d'huile et puis, les topiques aussi, donc sous forme de crème et puis celle du milieu, c'est le sel oromucosal, donc c'est ce qu'on met, sous la langue. Là, je vous montre un exemple de ce que serait un plan de traitement et de titration. Donc, hem, le cannabis médical, on le commence jamais à la dose maximale, on y va très progressivement, hein. C'est, vraiment on commence en bas et on y va doucement. Donc là, je vous c'est un exemple de nos plans de traitement pour, des gens qui présentent une douleur inflammatoire qui est souvent la douleur rencontrée par les personnes souffrant, de conditions arthritiques. Donc par exemple, on va commencer par quelque chose, riche en CBD et ensuite à droite, je vous mets la table de titration. Donc ça va vous montrer que par exemple les 3 premiers jours, on n'en prendrait que le soir. Ensuite les jours 4, 5, 6, là, on va commencer à en prendre le matin et le soir, donc 2 fois par jour. Et puis ensuite, on va commencer à 3 fois par jour. Tout ça, c'est vraiment pour s'assurer, d'avoir le bénéfice, le soulagement des symptômes, tout en limitant les effets indésirables. Et par ailleurs, parce que comme dans toute, médication, il y a des effets secondaires qui peuvent être indésirables.
Donc là, je vous mets ceux qui sont, retrouvés de manière à gauche les plus communs, au milieu les moins communs et à droite les, rares. Donc les plus communs, c'est vraiment la somnolence, la fatigue, la sécheresse buccale et ça, c'est, notamment si le cannabis est inhalé, des étourdissements, de la toux de nouveau si le cannabis est inhalé, nausées, anxiété. Ce qu'on constate, c'est qu'il y a en fait, il y a beaucoup de ces effets indésirables qui sont liés plus au THC qu'au CBD. Cependant, on n'a pas encore, les études il n'y a pas vraiment d'étude qui a montré encore les effets indésirables juste pour le THC juste pour le CBD. Donc, la la conclusion de la présentation sera i on a besoin de plus de recherches, mais on peut déjà la dire maintenant pour, dire qu'il nous faut, pour pouvoir différencier ces effets indésirables. Mais le point, c'est pour ça qu'on commence doucement et qu'on avance lentement. Vous expliquez très clairement. Merci beaucoup, Lucie. Maintenant qu'on comprend un petit peu plus les produits en tant que tels, pouvez-vous nous parler des connaissances que nous en avons par rapport aux effets pour les personnes souffrant d'arthrite spécifiquement? Oui, bien sûr, donc les évidences scientifiques, il y en a, de plus en plus, hein, évidemment. Par contre, on a encore besoin de recherche pour pouvoir, prouver encore, plus, ces évidences-là. Donc ce qu'on sait, c'est que, on a un niveau d'évidence scientifique qui est concluant pour, la douleur chronique, la nausée et vomissement induits par la chimiothérapie et du reste, il y a, un médicament, le Nabilon, qui est, pris en charge par la RAMQ, qui est donc un cannabinoïde synthétique, qui est pour cette, condition-là. On a des effets, quand même assez concluants pour la spasticité dans le cadre de la sclérose en plaques et il y a un autre, heu type de produit de cannabis médical qui est disponible en pharmacie pour ça et aussi on commence à avoir, on a énormément d'évidence pour, l'épilepsie réfractaire. Donc ça, c'est pour le cannabidiol et il y a un médicament qui est approuvé aux États-Unis, qui est du CBD purifié et qui vient d'être approuvé, par Santé Canada, donc qui devrait arriver sur le marché, canadien, dans les prochaines années. Ensuite, au niveau des évidences scientifiques modérées, c'est pour les troubles du sommeil. Donc on constate quand même que ça peut aider, au niveau de l'insomnie, notamment et aussi à l'endormissement, donc cet effet sédatif. Là où on a des niveaux d'évidence scientifique limités, donc limité, ça veut dire que soit on n'a pas assez d'études, soit il y a eu beaucoup d'études, mais les études, on n'arrive pas à toutes les remettre ensemble, pour bien vraiment pouvoir dire de manière concluante que oui, ça a un effet, sur l'anxiété. Donc par exemple, l'anxiété, c'est un très bon point. Il y a énormément d'études sur, l'effet du CBD sur l'anxiété, qui soulagerait cette anxiété, notamment dans le cadre de l'anxiété sociale, quand il faut parler en public, typiquement comme là je le fais. Mais quand on met toutes ces études ensemble et ben, on n'arrive pas vraiment parce que il y en a, c'est de l'anxiété sociale, donc ça va être de l'anxiété généralisée. Donc bref, on ne peut pas avoir quelque chose de concluant encore pour, là-dessus, mais on a quand même les preuves sont là. Mais c'est juste si on les regroupe ensemble, ça devient des scientifiques limités. Donc, le trouble du stress post-traumatique, la démence, on commence à encore plus voir notamment sur, l'agitation. Maladie de Parkinson, pareil, plutôt au niveau, musculaire et Alzheimer, bah, c'est ça, Alzheimer, et démence et puis bon, bah, do la maladie de Crohn et tout ce qui est digestif aussi. Mais nous, à Santé Cannabis, notre patientèle, on va avoir, des patients qui rentrent dans toutes ces conditions médicales. Donc c'est une chose de dire que les évidences scientifiques sont limitées au niveau de la manière dont les études sont conduites. Donc ce qu'il nous faut pour pouvoir vraiment conclure, il nous faut des essais cliniques randomisés, heu, avec placebo et en double aveugle et c'est, compliqué de faire ça avec, du cannabis. C'est pour ça qu'on en a pas beaucoup. C'est pour ça qu'on dit que c'est, limité au niveau scientifique. Par contre, si on prend la perspective des patients, toutes les études observationnelles, sur la perspective des patients montrent un soulagement dans ces conditions-là. Et je pense pour nous, qu'est-ce qui est très important, c'est que vous dites qu'il y a des conclusions concluantes
que ça aide avec la douleur chronique. Alors, Oui, pour les c'est personnes ça. qui souffrent de l'arthrite, c'était la conclusion numéro un hein, dans votre Oui, présentation. exactement. Donc, la douleur chronique, effectivement, douleur inflammatoire, c'est là où on a le plus de preuves, en fait, et c'est là où ça par là où un peu l'utilisation du cannabis, médical a commencé. Donc là, je vous montre, c'est des articles donc qui sont, soit justement pour, la douleur chronique, qui montrent vraiment des directives. Donc, du reste, l'article de gauche, la Clinical Practice Guideline for Cannabis, donc c'est des articles qui sont en anglais, hein. Je m'excuse pour les francophones, mais malheureusement, la littérature scientifique se fait, en anglais. Et ça a été écrit par des chercheurs et des médecins canadiens. Donc, c'est, quelque chose, qui est, et notamment même, de l'avant-dernière, autrice, par exemple, elle est à McGill. Donc là, je vous montre, ils ont vraiment fait des recommandations sur, dans le cadre, l'utilisation CBM, c'est Cannabinoid Based Medicine, donc la médication à base de cannabinoïdes, chez des patients qui vivent avec une condition arthritique et qui ont une douleur chronique. Donc là, ils montrent les recommandations et quoi faire. Donc j'ai trouvé ça vraiment intéressant de vous le mettre dans la présentation. Et ensuite, à droite, c'est 2 autres articles qui sont plutôt des études, vraiment, là, ça va me parler des récepteurs CB2. Donc on va chercher vraiment, pas sur le soulagement de la douleur, mais sur comment le cannabis agit pour soulager la douleur, en fait. Là, je vais vous parler, des, perspectives des patients. Donc, comme je disais, c'est quand on le prend d'un côté, quand on fait les essais en double aveugle, on a des conclusions qui sont parfois un peu divergentes, mais quand on demande aux patients comment ils se sentent à la suite de l'utilisation du cannabis médical, c'est un tout autre portrait. Et donc là, je vous parle d'une étude qu'on a faite en collaboration avec, l'université de Manitoba et des organisations de patients en 2022 pour récupérer les perspectives des patients qui utilisent des cannabis à des fins thérapeutiques. Donc on a fait cette étude pour pouvoir, comprendre l'impact de la légalisation sur l'accès au cannabis médical. La loi sur le cannabis, juste pour mettre un petit peu en contexte, la loi sur le cannabis est en train d'être révisée en ce moment même et donc Santé Canada, a pointé un panel d'experts pour justement regarder tout ça et quels sont les changements qui devraient être faits et nous, on voulait s'assurer que les patients soient entendus dans cette révision de la loi. Donc on a fait cette étude en ligne pour pouvoir ensuite donner ça à Santé Canada et leur dire: «Regardez, c'est ça que les patients pensent et c'est ça qu'ils voudraient améliorer dans le cannabis médical, l'accès». Donc on a, plus de 5 000 personnes, 5 700 personnes qui ont répondu à cette enquête, ce qui fait une des plus grandes enquêtes, en fait, sur le cannabis, à des fins thérapeutiques. Et là-dedans, sur ces 5 744 personnes, bah, il y en avait, quand même, 2 222 qui ont déclaré avoir un diagnostic d'arthrite. Donc on constate que vraiment, déjà, ça représente presque 50 des personnes qui ont répondu avaient donc un diagnostic d'arthrite et il y avait donc, 66 des femmes et l'âge moyen de 55 ans pour les personnes qui se sont déclarées avec un diagnostic d'arthrite. Et donc 32 de ces personnes, des 222 personnes avec arthrite, heu, ont déclaré l'utiliser depuis plus de 10 ans, donc vraiment une utilisation à long terme et donc ça veut dire que ça semble fonctionner s'ils l'utilisent autant en sachant que c'est pas remboursé, que c'est pas pris en charge par la RAMQ et 45 eux, c'était entre 3 et 10 ans et presque 70 l'utilisent plus d'une fois par jour. Donc comme je vous montrais, bah, évidemment, nous, nos tables de titration, ça serait ils l'utiliseraient 3 fois par jour. Ils prendraient des huiles le matin, le midi et le soir. Là, c'est des, tableaux, des résultats qui vous montrent, et donc ça, c'est toujours sur la sous-population des personnes qui se sont déclarées avec un diagnostic d'arthrite. Et donc eux, ces personnes-là pour elles utilisaient le cannabis médical, bah, donc pour la douleur chronique en premier, les troubles du sommeil, l'anxiété, le stress, la dépression et les spasmes musculaires. Donc on voit pourquoi ça conforte un peu, parce que vous disiez, Heather, sur le fait que c'est la douleur qui est souvent le symptôme principal. Et là, je vous ai mis des extraits de participants qui nous ont mis, c'est leur témoignage à eux. Et donc
Notamment le deuxième où la personne dit qu'elle souffre d'une polyarthrite rhumatoïde, donc je trouvais ça intéressant de vous le mettre dans ce contexte-là. Et donc elle, pour elle, elle dit que c'est vraiment un bon complément, que ça remplace pas tout, mais que ça l'aide à ajouter en plus de ses autres traitements. Et au niveau des effets secondaires, je vous montrais, donc la plupart ont déclaré des effets secondaires, mais ceux-ci étaient souvent, légers et temporaires. Et donc je vous ai surligné, ceux qui étaient, les prédominants quoi, les plus fréquemment rapportés. Donc notamment heu, le premier ce serait, la bouche sèche et ensuite la toux. Mais souvent ce sont des effets secondaires qui sont rapportés dans le cadre de inhalation du cannabis, contrairement à une ingestion, donc si on prend des huiles. Et puis, ensuite, on a la sensation de fatigue, la difficulté à se souvenir, mais on constate qu'il y en a quand même, 30 qui n'ont pas, ressenti d'effets secondaires. Et là, ce que vous voyez dans le tableau, avec autorisation et sans autorisation, c'est en fait on a fait la distinction entre ceux qui utilisaient le cannabis médical avec un document médical, donc qui était suivi par un médecin, versus ceux qui utilisaient du cannabis à des fins thérapeutiques, mais en allant l'acheter dans les, magasins légaux de cannabis récréatif. Et on constate quand même ceux qui sont suivis par un médecin, ils ressentent de manière générale moins d'effets, secondaires, donc 31 versus 27, et c'est significatif à 0,02. Et donc voilà, c'était quand même un important. Je voulais que vous puissiez voir la différence d'effets secondaires entre quand on est suivi versus quand on n'est pas suivi. Donc pour finir, je vous rappelle, que Santé Cannabis est donc une clinique. On est là, pour servir les patients à travers le Québec, de manière, virtuelle ou en personne, à notre clinique de Montréal. Mais qu'on a aussi des services de recherche, donc on participe à des études. Pour nous, c'est très important vous voyez, il y a encore beaucoup de connaissances à engendrer sur l'utilisation du cannabis médical et on souhaite, faire partie de ce groupe-là, prenant. Et puis on a tout un axe de formation pour, les médecins ou les professionnels de la santé qui sont intéressés à en savoir plus, à en apprendre plus sur le cannabis médical pour pouvoir prescrire eux-mêmes. On a tous ces services-là aussi offerts aux professionnels de la santé. Merci à vous. Merci beaucoup. C'est très, très intéressant en tant que présentation. Honnêtement, j'ai appris énormément et j'apprécie votre temps. On a reçu tellement de questions. Mmh. Alors, la gestion de la douleur est définitivement un défi pour les jeunes qui sortent de la retraite et je pense que votre présentation va certainement nous aider et l'auditoire aussi de discuter avec leur médecin afin d'évaluer si le cannabis médical leur convient. Sans surprise, on a reçu plusieurs questions, même à l'avance par courriel et ce soir aussi. Mais avant de passer aux questions-réponses, on veut tout simplement rappeler à tout le monde que Lucille, mais malgré le fait que Lucille l'a déjà dit, je pense que ça vaut la peine de répéter, ce n'est pas un diagnostic, ce n'est pas une conversation médicale ce soir. On n'a pas de médecin ici parmi nous ce soir. Alors, on est là pour essayer de répondre à vos questions, mais il faut évidemment toujours passer par votre équipe de santé pour des diagnostics. Alors, on commence tout de suite les questions. Il y en a plusieurs, Lucille. Avec plaisir. Merci. Alors, quelqu'un demande, est-ce qu'on peut utiliser du cannabis à des fins médicales pendant qu'on travaille? Et si oui, est-ce qu'on est obligé de parler à notre employeur? Donc oui, effectivement, on pourrait utiliser le cannabis médical au travail. Donc ça, c'est la réponse simple. La réponse plus précise, c'est que ça va dépendre du type de travail, en fait. Les recommandations, gouvernementales sont de, par exemple, ne pas conduire une fois qu'on a utilisé du cannabis. Donc, si vous avez un travail où vous devez, conduire, vous êtes sur la route, c'est pas on le préconise pas. Pareil si vous opérez de la machinerie lourde, et cetera, ou des outils potentiellement dangereux. Donc tout dépendamment de votre type de travail, ça peut ne pas être recommandé de l'utiliser sur le lieu de travail.
Vous n'êtes pas obligé du tout de le divulguer à votre, employeur, ça fait partie de la vie privée. Parfait. Et ça répond à la deuxième question qui était, c'est quoi les recommandations afin de conduire après avoir consommé du cannabis médical? Fait que merci pour cette précision-là. Est-ce que le cannabis médical peut causer de la dépendance? Alors ça aussi, c'est une, très bonne, question. Donc il y a pas d'études vraiment là-dessus. Ça commence à sortir. Il y en a qui vont ou certaines disent que oui, ça peut augmenter un petit peu un risque de dépendance. Nous, ce qu'on regarde à la clinique, c'est qu'on constate pas du tout de dépendance, on constate pas du tout d'augmentation de dose. Une fois que les patients ont trouvé leur dose, ou ils sont soulagés, il y aura pas ce phénomène de tolérance et donc faut que j'en prenne plus, faut que j'en prenne plus pour atteindre mon même niveau de soulagement de la douleur. OK. Donc en ça, on ne voit pas de dépendance. Il y a les dépendances souvent, elles sont quand le cannabis est consommé jeune, donc chez les adolescents, là, il y a un gros risque de dépendance et quand c'est, avec, très fortes concentrations de THC. Là aussi, on peut avoir plus un risque de dépendance. Dans le cadre du cannabis médical, c'est pas du tout comme, les opioïdes, disons. On n'aurait pas du tout ce même risque, de dépendance qu'il y a aux opioïdes. Parfait. Très bien expliqué. Merci. Quels sont les effets du cannabis dans le traitement des douleurs articulaires? Vous avez déjà mentionné quelques-uns, mais juste en général. Oui, bah, donc c'est ça, on a vu qu'il y avait, plusieurs molécules, donc notamment le THC et puis le CBD, qui ont des propriétés anti-inflammatoires. Donc ça peut effectivement aider dans ce type de douleur, articulaire. Donc la réduction de l'inflammation avec la prise de cannabis médical pourrait donc aider à diminuer les douleurs articulaires. Donc ça cette prise-là peut être soit, du en traitement de ce qu'on pourrait dire de fond avec, donc, de l'huile qu'on ingère et aussi en traitement plutôt, aigu, par exemple avec les crèmes. Hmm. Ouais. Merci. Alors ça, c'est intéressant. Quelqu'un qui dit, certaines personnes me disent qu'ils n'ont rien ressenti, il n'y a pas eu aucune amélioration après avoir consommé du cannabis médical. Est-ce qu'il y a des recherches qui expliquent pourquoi certaines personnes répondent bien, certaines personnes, il n'y a pas d'effet? Donc il y a pas encore énormément de recherches, là-dessus malheureusement. Par contre, ce que je vous ai présenté en premier, c'est le système endocannabinoïde. On a tous un Mhm. système endocannabinoïde et en fait, en fonction de ce système, bah, c'est ça qui va faire si on répond bien ou pas au cannabis médical. Donc effectivement, il y a une variabilité, interpersonnelle qui ferait que certaines personnes vont mieux réagir parce que leur système endocannabinoïde fait qu'ils sont plus réceptifs aux cannabinoïdes, exogènes, alors que d'autres, non. Il y a aussi le type et la composition. Peut-être que certaines personnes répondent mieux quand c'est ingéré versus quand c'est inhalé, donc ça aussi. Hmm. Et puis, bah, des variabilités génétiques de chaque personne et ça vaut pour un peu tout et n'importe quoi. La variabilité génétique Ouais. fait que, ça ne sera pas seulement pour le cannabis médical qu'on peut répondre différemment. Et bah, la condition aussi, sous-jacente, s'il y a beaucoup de comorbidités, versus, Mhm. s'il y en a pas, s'il y a quels sont les autres médicaments qui sont pris en fonction. Il y a des interactions médicamenteuses. C'est pour ça que c'est important de regarder ça parce que peut-être que le CBD va minimiser l'impact d'un de vos autres médicaments ou Hmm. alors cet autre médicament va minimiser l'impact du CBD. Donc c'est pour ça que c'est toujours quand c'est pris dans le cadre médical, c'est vraiment essentiel d'avoir un suivi avec une équipe de santé pour faire, face à tout ça. Mais ça pourrait arriver que ça ne fonctionne pas pour certaines personnes, oui. Ouais, et c'est bien dit aussi, vous avez mentionné au début, en répondant que ça dépend de quelle non juste la dose, mais la forme. Alors pour Oui, certaines, peut-être, il y a une façon de la prendre qui va affecter quelqu'un beaucoup plus qu'une autre façon de quelqu'un d'autre. Fait qu'il faut vraiment il faut en divulguer tous ces détails. discuter et C'est puis ça. voilà, certains effets erreurs, certains vont mieux répondre au spray plutôt que l'huile, certains Mhm. vont mieux répondre pour la crème. Nous, on le voit bien avec la crème, c'est vraiment une personne nous dit: «C'est un miracle» et l'autre personne nous dit: Ça sert à rien, j'ai l'impression de mettre du lait hydratant, quoi. Donc c'est vraiment, Ouais.
C'est pour ça qu'il faut, bah, l'essayer, oui, effectivement. Ouais, très bien dit. Alors, comment est-ce qu'on détermine la quantité ou le type de produit à utiliser? Bah, ça va dépendre, de nouveau, de votre condition, médicale et puis, aussi de vos facteurs financiers malheureusement. Mhm. Parce que le cannabis médical n'est pas pris en charge par la RAMQ, ça coûte très cher, hein. Là, on l'a vu dans l'enquête que je vous ai, dont je vous ai parlé, les personnes dépensent en moyenne, 150 $ par mois, pour du cannabis médical. Donc on peut bien se rendre compte que c'est pas disponible pour tout le monde, ce qui est Ouais, malheureux. Hem, donc le type de cannabinoïdes aussi, donc tout ça, en fait, la réponse à cette question, c'est comment on le détermine? Bah, c'est en discutant avec votre équipe de santé. C'est vraiment elle qui va pouvoir vous aider à faire, justement, à choisir en fonction de votre style de vie. Est-ce que vous mhm, conduisez? Si vous conduisez tout le temps, bah, peut-être il va falloir adapter et prendre, juste de l'huile le soir, par exemple. Si vous êtes à ouais, la maison, peut-être pas. Donc voilà, c'est du cas par cas. très bien dit, merci. Dans votre expérience en discutant avec les médecins, d'après vous, est-ce que les médecins sont d'accord avec l'utilisation du cannabis pour la gestion de la douleur? C'est une grosse question, mais dans votre expérience. Bah, dans mon expérience de nos médecins chez Santé Cannabis, évidemment, qui sont pour, qui l'utilisation du cannabis médical. Pour le reste, je peux vraiment pas, en parler au nom des médecins. Par contre, ce que je sais, c'est qu'il y a une on constate, nous, et c'est pour ça qu'on a que la clinique Santé Cannabis a été ouverte, c'était pour pouvoir soutenir les médecins qui Mhm, n'ont pas la maîtrise ou l'expertise, qui se sentent pas à l'aise, qui voient que ça pourrait aider leurs patients, mais qui savent pas, qui sont pas formés, qui ont peu il y a pas de cours de médecine là-dessus, enfin mhm, jusqu'à très récemment, donc ils le savent pas. Donc ils nous réfèrent pour pouvoir dire: «Vous, vous êtes les experts, vous allez vous occuper du traitement de cannabis médical et moi je m'occupe du reste», et bien sûr, il y a toujours une communication qui se fait entre les 2. Donc en fait, je pense que les médecins, ils sont pas nécessairement contre, mais c'est qu'ils sont en manque de connaissances ouais, ouais, ça et c'est de très bien formation dit. là-dessus, en fait. Ouais, très bien dit. Ça, c'est une question très intéressante. Est-ce que après qu'on a des produits cannabis médical avec soi, est-ce qu'on peut les apporter en voyage comme on le fera pour un autre médicament sous ordonnance? Et malheureusement, le cannabis, n'étant pas, légal de manière internationale, si vous voyagez à l'international, vous pouvez pas amener votre, cannabis médical. On a vu des histoires un peu d'horreur où des personnes, des sportifs, se sont retrouvés emprisonnés en Russie parce qu'ils Oh, avaient amené leur huile de CBD. Donc, hmm, je vraiment, c'est non, le cannabis est légal au Canada, il ne l'est pas ailleurs, donc vous ne pouvez malheureusement pas voyager avec. Par contre, au sein du Canada, il y a aucun problème. parfait. Hum, pour introduire une utilisation, c'est quoi le meilleur moment dans la journée, dans la semaine, dans le mois pour commencer? Est-ce qu'il y a une meilleure pratique là-dessus? Bah, nous, alors au niveau de la journée, de la semaine, du mois, ça va vraiment dépendre en fait du de la vie du patient. OK. C'est vraiment lui qui va, enfin je m'excuse, j'utilise le masculin pour patient, depuis le début, mais Non, c'est correct. on est en inclusif, hein. Ouais. Hem, donc ça va vraiment, dépendre de la vie personnelle et les conditions de vie du patient. Après nous, au niveau du traitement, comme je vous montrais sur le plan de titration, on a tendance à commencer une fois par jour et ça va plutôt être au souper. Parce que le Ouais. pe ce ça veut dire souvent la personne, elle va être chez eux, elle aura pu à prendre la voiture, donc elle va pouvoir vraiment mesurer l'effet que ça lui fait, évaluer l'effet que ça fait sur elle. Donc on commencerait plutôt, si à un moment de la journée, on commencerait par le soir. Et c'est très bien expliqué aussi dans votre diapo que c'est tranquillement, hein? C'est très, très Oui, tranquillement. Les premiers 3 jours, je pense que c'était juste le soir. Après ça, c'est une exactement, autre tranche de 3 jours où c'est matin, soir. Fait que et voilà.
c'est vraiment une légère augmentation tranquille au cours des semaines, en fin de compte, même des mois. Oui, souvent on arrive à une stabilisation du traitement, oui, vers 6 mois. Parfait. OK. Ça, c'est avec des essais-erreurs, peut-être changer de produit, changer de concentration, des choses comme ça. Puis souvent à 6 mois, les patients, ils ont trouvé ce qui leur convenait et puis ils continuent avec ça. Parfait, merci. Alors, si on utilise le cannabis topique sur une articulation efficace et la douleur diminue considérablement, est-ce qu'il y a un risque accru de surutilisation de l'articulation? Question très intéressante quand même. Oui, ça, c'est très intéressant et Ouais. du reste, j'ai fait appel, à une coordinatrice infirmière pour m'aider à avoir des éléments de réponse, pour celle-là parce que, je m'étais jamais posé, la question. Donc, notre infirmière me disait que oui, il peut y avoir un risque de surutilisation parce qu'effectivement, si vous avez moins mal, bah, vous aurez peut-être tendance à Mhm. plus l'utiliser, en fait. Ouais, Donc, c'est là où il va falloir, faire attention à pas, trop jouer juste parce que, vous êtes soulagé de votre douleur, en fait. ouais, merci. Quelqu'un qui demande, j'aimerais connaître les références les plus utiles pour évaluer les interactions médicamenteuses potentielles avec les médicaments couramment utilisés dans le traitement de mon arthrite. Est-ce que vous pouvez répéter la question? Oui, est-ce qu'il y a des références qui sont utilisées les plus souvent? C'est quoi les références les plus utiles afin d'évaluer les interactions entre les médicaments et le cannabis médical? Est-ce qu'il y a un site web? Est-ce que votre site web offre des outils là-dessus ou est-ce que connaissez-vous des autres outils qui peuvent aider les gens à Hem, voir? non, nous, notre site web, il va pas je pense pas qu'on ait une page sur justement les interactions médicamenteuses. On sait OK. qu'il y en a qui existent qui sont, assez, pardon, relativement, connues, enfin établies, je devrais dire. Mais, je pourrais pas vous donner de site où aller chercher. Non, c'est vrai que moi, la manière que je le ferais, ce serait d'aller regarder dans la littérature scientifique, en fait. Mais, non, malheureusement, je pourrais pas, vous donner de points là-dessus. Et je pense dès le début, on a dit à plusieurs reprises, il faut parler à notre équipe médicale, right? Alors, si on Oui, est déjà sur un médicament et on veut poursuivre l'utilisation du cannabis médical, c'est avec notre équipe. Alors, c'est en discutant avec eux, j'imagine voilà. qu'on peut. Donc votre médecin et puis, même si le cannabis n'est pas disponible en pharmacie, l'ordre des pharmaciens, ils ont une brochure, disons, sur le cannabis médical. Donc certains, peut-être vos pharmaciens sont quand même relativement au courant, familiers avec le cannabis médical et donc c'est les interactions médicamenteuses, en fait, c'est le pharmacien l'expert, hein, c'est pas le médecin. Mhm, Donc n'hésitez pas à parler, à divulguer à votre pharmacien que vous du reste, oui, c'est ça, j'invite vraiment à divulguer à votre pharmacien que vous prenez du cannabis médical parce que comme le cannabis médical n'est pas pris en charge par la RAMQ, il est pas dans votre liste de ouais, médicaments, en fait. ouais, Donc si vous le dites pas de manière ouverte, votre pharmacien, il le sait pas. ouais, ouais, très bon point. Là, il y a quelqu'un qui demande spécifique par rapport au coût. Vous avez dit en moyenne, si je me rappelle bien, c'est en moyenne 150 par mois pour les personnes Mmh. qui en prennent. OK. Ouais. Et une question de suivi par rapport à ça, est-ce qu'on devrait être inquiet de payer par carte de crédit et craindre que cela va laisser des traces si on traverse les douanes? Alors, si on n'amène pas notre produit, mais qu'on a acheté avec une carte de crédit, est-ce qu'il y a un risque à Non. quelque part? Non. Ah bah non, pas du tout. Ouais, Ce vous pourrez prouver que vous avez le droit d'acheter ça, que c'est légal au Canada et donc il y a pas de souci là-dessus. merci. D'après vous, est-ce que l'utilisation topique est normalement aussi efficace que l'ingestion? Ça a pas non, comme je le disais tantôt, ça a pas le même but. Mhm. Donc, en fait, c'est ça. Ça peut être aussi efficace, mais l'ingestion, la voie orale, ça va vraiment être un traitement de fond, alors que le topique, ça sera plutôt un traitement, au besoin. Ouais. Mais après, au niveau de l'efficacité, peut être la même, mais Mhm. ça va juste pas traiter de la même manière, quoi. Merci. Et vous avez expliqué un petit peu au début les formes synthétiques de cannabis. Est-ce que vous pouvez
en parler un petit peu plus? Quelqu'un qui pose des questions, est-ce qu'ils sont disponibles au Canada? Est-ce qu'on les achète aux pharmacies? C'est quoi la différence entre Le synthétique et la plante? donc synthétique, c'est qu'ils ont reproduit la molécule en laboratoire, en fait. Donc OK. ils ont pas la molécule, par exemple, le THC ou le CBD ne vient pas de la plante, c'est vraiment, ça vient des pipettes, et des tubes à essai en laboratoire, quoi. Donc il y a, le Nabilon que j'ai mentionné, lui est disponible en pharmacie au Canada. Il est donc pris en charge par la RAMQ et au départ, c'était pour, les donc c'est ça, nausées et vomissements dans le cadre de la chimiothérapie, mais il est utilisé quand même, pas mal, off, indication quoi, mais c'est c'est Mmh. c'est 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 très courant pour beaucoup de médicaments, pour, justement, la douleur et aussi, le côté sédatif, donc pour aider aux troubles du sommeil. Donc c'est sûr que ça peut être une option dans un premier temps, pour les personnes avec, certaines difficultés financières, par exemple, vu que c'est pris en charge par la RAMQ. Ce qui a co Et donc la différence entre le synthétique et le, phyto, c'est que le synthétique, on aura, par exemple, dans le Nabilon, on a juste du THC, juste cette molécule-là, rien OK. d'autre. OK. Alors que dans la plante, même si on a une grosse concentration de THC, on aura quand même d'autres cannabinoïdes Mmh. et donc on c'est ce qu'on appelle un peu un effet de synergie qui fait que cet effet d'entourage, on l'appelle en cannabis, qui fait que c'est en fait l'utilisation, OK, d'une molécule principale, soit THC, soit CBD, mais avec d'autres choses de la plante, avec tous les autres effets de la plante qui va amener un effet, synergétique qui va permettre un autre un meilleur soulagement, par exemple, ou un soulagement plus bénéfique. Donc nous, ici à la clinique, on constate en fait c'est ça, que le synthétique, il peut avoir ses limites parce qu'il va être juste tout seul, donc on bénéficiera Mmh. pas des autres terpènes, des autres cannabinoïdes qui sont présents dans la plante, en fait, dans son ensemble, quand c'est en synthétique. Oui, merci, très bien dit. Alors, le temps passe vite, on est déjà quasiment à la fin, mais il y a 3 personnes qui ont demandé quasiment tout en même temps. Est-ce que vous pouvez juste en conclusion répéter c'est quoi la procédure si quelqu'un qui nous écoute veut demander une prescription, une ordonnance en tant que telle? Qu'est-ce que vous suggérez en tant que procédure? Donc vous pouvez en parler à votre médecin. Votre médecin, il est, apte à remplir un document médical. Heu, Par contre, souvent, nous, ce qu'on a, c'est que les médecins, justement, comme je disais, ils sont pas formés, ils sont pas à l'aise, ils sont pas sûrs. Donc, dans ces cas-là, la procédure, ce serait de demander à votre médecin de vous faire une référence pour venir à notre clinique de santé cannabis. Et là, vous allez rencontrer des médecins qui sont complètement, formés, dans le domaine et aussi des infirmières et qui vous permettront d'avoir un suivi un peu plus, clair et précis, là-dessus. Mais votre médecin, est en mesure enfin, dans le sens où, on pourrait penser que je fais de la pub pour Santé Cannabis, mais votre médecin pourrait vous prescrire du cannabis, sans nous, sans notre soutien. Donc et ensuite, c'est ce document-là, il faut qu'il remplisse un document. Donc certains ont je pense que Santé Canada, du reste, a un gabarit de document médical Parfait. et puis ensuite de le remplir et après, bah, faut choisir le vendeur, un vendeur autorisé, un fournisseur de cannabis médical, et donc ça, c'est en ligne, hein. C'est ça aussi qui est un peu, malheureux, c'est que c'est par internet, c'est pas par la pharmacie, quoi. Ouais, pour l'instant, on travaille fort là-dessus. Ouais et voilà, exactement. Merci beaucoup. J'apprécie tellement le partage d'informations. Lucille, merci beaucoup. Ça conclut déjà le webinaire. Alors, au nom de la Société de la Fruit du Canada et de tous les participants avec nous ce soir, je vous remercie d'avoir accepté notre invitation et nous offrir ces précieux renseignements. Merci beaucoup, Lucille. Merci beaucoup. Pour ceux qui sont parmi nous ce soir, nous aimerions avoir vos impressions sur la présentation. Alors, vous allez voir sur votre écran un court sondage. S'il vous plaît, cliquez sur la réponse représentant votre opinion.
Alors, la question, je me sens mieux informée et outillée après avoir participé à ce webinaire. Et les options de réponse sont fortement en accord, d'accord, neutre ou fortement en désaccord. Alors, s'il vous plaît, cliquez sur la réponse qui vous convient. Je me sens mieux informée et outillée après avoir participé à ce webinaire. Et pour ceux qui n'arrivent pas à répondre à notre sondage ou qui aimeraient nous donner des commentaires plus complets, sachez qu'un sondage plus étoffé vous sera envoyé avec l'enregistrement de la présentation d'ici quelques jours. Et nous apprécions vos commentaires et suggestions qui nous aident à créer des webinaires sur des sujets qui vous intéressent. Alors, encore une fois, nous remercions Pfizer ainsi que les autres commanditaires de la série Webinaire Conversation sur l'après pour avoir rendu cette présentation possible avec Lucie Drapin, gestionnaire du projet clinique chez Santé Cannabis, et pour sa présence avec nous. Nous invitons à notre prochaine webinaire Conversation sur l'arthrite, qui est Mieux dormir malgré la douleur, qui sera animé par Joanie Mercier le 25 janvier. Et vous allez recevoir un lien pour vous inscrire dans un courriel qui vous parviendra d'ici quelques jours. Alors, ça conclut déjà assez rapidement, je le dis à chaque fois, mais le temps passe vite. Ça conclut notre session ce soir, le cannabis médical, accès, utilisation et innovation. Et en mon nom et au nom de toute l'équipe, nous vous souhaitons un joyeux temps des fêtes. Merci beaucoup de votre temps ce soir et bonne soirée à vous tous.